All right. Bienvenue à un autre épisode des légendes. Aujourd'hui, c'est une journée incroyable pour nous autres. Ça va être un podcast incroyable. C'est une première pour nous autres. Écoutez, on rencontre une légende, entrepreneur au féminin, Madame Nersa de Rismond. Vraiment, écoute, j'ai dit Madame, mais je te regardais, on parlait tout à l'heure, j'ai dit, tu m'as dit ton âge, on va regarder ça pour nous autres, mais j'étais comme Black Don't Crack, puis tout le monde le sait, là. Ça paraît tellement. Nersa, comme je t'expliquais, on parlait tout à l'heure un peu, on a eu beaucoup d'hommes entrepreneurs, on va continuer à en avoir, mais t'es la première femme, puis je te vois partout. On a même travaillé ensemble, on a fait de business ensemble aussi, et j'ai fait partie des projets que tu fais qu'on va parler plus tard. Et comme je t'expliquais aussi, le projet des légendes, c'est vraiment comme c'est quoi le côté humain des entrepreneurs. Et souvent on nous regarde, on dit l'expression la felle, yo facile, comme je disais tout à l'heure. Puis nous, c'est d'expliquer, écoute, on a pris une chance dans la vie. On est des légendes pour ça, parce qu'on a voulu vivre de notre rêve, on a pris le risque. Puis avec ça, mais tu sais, il y a des choses qui viennent. Mais avant tout ça, Nersa, j'aimerais ça savoir où est-ce que ça a commencé. On va parler de ça. Et est-ce que tu veux nous expliquer un peu qui est Nersa, d'où elle vient, et ensuite, on va aller avec ça. Ouf! Donc, d'où ça vient ou qui je suis? On va commencer avec qui tu es. Okay. Puis après ça, on va enclencher avec d'où vient. Ouais. Fait que, bon, Nersa, je suis un entrepreneur. Tu sais, des fois, je cherche ma définition parce que j'ai fait quand même beaucoup de choses. Mm-hmm. Mais moi, je suis un entrepreneur dans l'âme, dans mon ADN. Souvent, je dis j'ai un brin de folie parce qu'il faut un petit peu ça pour être entrepreneur. Je suis quand même, à part ça, je suis mère de 2 garçons. Que j'élève monoparental. Donc, un grand de 18 et un de 11 ans. Donc, 2 garçons en plus, ça bouge. Ça bouge dans la maison. Ouais. Qui jouent en plus, qui font des sports juste pour compliquer la vie d'entrepreneur. On mène sur des terrains tout le temps. À part ça, je suis informaticienne de formation. Moi, j'ai décidé de faire en plus un métier masculin. Ça va faire plus de 20 ans. Je suis entrepreneur, ça va faire 30 ans, effectivement, comme on en parlait un petit peu plus tôt. Ouais. À part ça, j'ai fait beaucoup de choses et j'aime parler de l'entrepreneuriat. J'ai fait des conférences, des formations, j'ai rédigé 3 livres, dont le dernier, c'est un livre de poésie. En gros, c'est ça. Au fur et à mesure qu'on va parler, on pourra... Ça fait beaucoup de choses, là. Ouais. OK. Donc, tu vois, d'où vient tout ça est encore... vient de prendre une autre grandeur, là. Donc, jeune fille, est-ce que c'est quelque chose que tu sentais que... Comme je sais que tu es informaticienne de formation, mais est-ce que tu savais que t'avais quelque chose d'entrepreneurial qui se développait et tout? Est-ce que tu as été influencé par quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, depuis ton jeune âge, qui te laissait croire que c'est cette direction-là que tu devais prendre? Mais moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. C'est comme on parlait tout à l'heure. Très important. Oui. Tu sais, la lignée de femmes chez moi du côté de ma mère sont des entrepreneurs. Wow. Donc, ma grand-mère est entrepreneur, on a peut-être été commerçante en Haïti, mais elle a toujours fait ça. Ma mère, elle partait de Grande-Rivière-du-Nord, elle allait au Cap, pour ceux qui connaissent Haïti, aller vendre de la marchandise. Elle a élevé ma mère comme ça. Donc, elle a acheté son terrain, elle a bâti sa maison grâce à son commerce. Wow. Ma mère a voyagé grâce à ce que ma mère faisait du commerce. Donc, ça faisait partie de ma grand-mère. Et ma mère, elle, c'est la même chose. Ma mère, depuis qu'elle est jeune, elle fait de la couture, des chapeaux, des gants. Parce que dans le temps, les femmes portaient des gants. Oui, les longs gants. Exactement. Ma mère faisait des gants, des robes. Pourtant, elle allait à l'école. Pendant qu'elle était à l'école, elle faisait ça. Elle donnait des cours, etc. Donc, elle était déjà très jeune, même âge que moi, j'ai l'impression, déjà entrepreneur. Elle organisait, etc. Donc, quand elle est rentrée ici, elle est rentrée à Montréal,
malgré qu'elle est rentrée travailler, elle est rentrée entrepreneur. Ma mère a ouvert une manufacture dans les années 70. On s'entend, donc tu sais, elle est rentrée dans les 70, une petite manufacture. Elle était toute jeune. Ensuite, elle a faisait de l'import-export, on va faire ça comme ça, n'est-ce pas? Elle a New York acheté la marchandise, je viens d'ici. Import-export. Ma mère faisait des conteneurs dans les années 90. Donc là, ce qu'on voit ici, il y en a plusieurs qui le font maintenant. Ma mère faisait... Moi, j'étais jeune, je voyais tout ça. Donc, comme j'étais avec ma mère tout le temps, donc je voyais tout ça. Et puis, elle m'intégrait dans tout ça. Donc, moi, j'ai très jeune, je payais des employés. Tu sais, c'est moi qui allais payer les conteneurs. Je me suis au centre-ville, la rue Dorchester. On va pas dire mon âge. C'est ça. Donc, tu sais, j'allais payer ça pour ma mère. Et je montais même dans les conteneurs. C'est moi qui dirigeais comment le placer. Donc, je dirigeais déjà les gens, c'est des gars à cette époque-là. Ouais. Oh, OK, allez chercher. On place la boîte là, le matelas ici, etc. Ma mère avait une résidence pour personnes âgées. Et c'était moi qui gérais, qui donnais les médicaments, qui parlait aux personnes. Donc, j'étais le bras droit de ma mère. Mais tout ça en allant à l'école, parce que ma mère, c'était important. Tu fais tout ça, j'ai pas de problème, mais tes études sont importantes. Ouais. Donc, après ça, quand on va parler de... Je regarde plusieurs choses. J'étais comme drainé toute ma vie à faire ça. T'as ton travail, t'as l'école, t'as l'entreprise. Les deux fonctionnent en même temps. C'est toi que tu as arrangé, faire ton horaire. Ça fait partie. Gestion des priorités. Tu gères les priorités. That's it. Et on est 4 dans la famille. Donc, il faut s'imaginer ma mère, mon père, j'avais ma grand-mère, mon grand-père dans la maison, et moi avec 4 enfants. Donc, toute cette gestion-là, en plus, que je parle des 2 entreprises, elle gérait aussi une famille. Wow. Et c'est passionnant, c'est passionnant. Puis, tu sais, c'est ça, quand tu avais commencé, puis tu disais, ma grand-mère a commencé, ma mère, puis là, la question de l'éducation est venue dans ma tête aussi. Puis là, tu me dis, oui, en même temps, tu sais, faut rester à l'école, faut comprendre, parce que, tu sais, l'école, c'est un peu qu'est-ce qui se passe dehors, qu'il faut que tu apprennes, puis en même temps, tu fais toutes ces affaires, puis faire jongler avec tout ça. Puis, tu as été étudiée informaticienne dès le début, ou tu avais fait, tu sais, des fois, on va étudier dans quelque chose, puis après ça, on prend une autre direction. Moi, je sais pas là-dedans du tout. Moi, je voulais être médecin. Donc, l'informatique est arrivée comme... Après. Par un pur hasard. Moi, je voulais être médecin. J'ai toujours voulu être médecin depuis que j'étais petite. C'était mon rêve. Et malgré que je vivais avec ma mère l'entrepreneuriat, mais j'ai dit, OK, moi, je suis médecin parce que je voulais aider les gens, soigner les gens, etc. Quand je suis arrivé à un certain moment, j'ai dit, wow, OK, la médecine est belle quand t'as fini. Les études, on part d'un autre niveau. C'était assez compliqué. Surtout que moi, je suis de TDAH, donc encore plus la complexité d'étudier par cœur énormément. Donc, ça devenait complexe. Malgré qu'on m'encadrait beaucoup pour m'aider justement à y arriver. Mais à un moment, j'ai dit, OK, c'est pas le domaine que je veux. Et aussi, j'aimais pas la rigueur c'était trop restreint. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends. Il faut avoir le cœur solide pour ces affaires-là. C'est ça. C'est correct, c'est bon ça. C'est ça. Puis là, t'as regardé pour informaticienne. En passant, je suis de TDAH aussi, je comprends tout à fait qu'est-ce que tu dis. Il n'y a pas de problème. Mais puis je pense qu'il y a beaucoup aussi de notre communauté qui en font, mais tu sais, notre époque, ils diagnostiquaient pas ça vraiment. C'est aujourd'hui qu'on regarde les affaires, on se dit, ouais, je pense que je faisais ça vraiment. On regarde la liste, ça va moins un peu, ouais. Mais puis l'informatique, c'est venu à... Qu'est-ce qui t'a amené vers... Mais moi, j'ai dit, faut que je fasse un bac. OK. J'arrive, je dis, OK, la médecine vient de tomber, faut que je fasse un bac. Là, j'ai fait quand même un mineur en maths info. J'ai commencé, je me suis dit, OK, je vais aller en intelligence artificielle ou en actuariat. J'ai détesté. Mais après ça, j'ai dit, OK, je vais essayer arts et sciences. Ceux qui connaissent ça. Arts et sciences, c'est tu fais plein de cours, puis tu décides qu'est-ce que tu aimes dedans. Et c'est là que j'ai découvert l'informatique réellement, concrètement. J'ai pris un cours d'info, puis je voyais, OK, j'avais des bonnes notes, puis j'aimais ça. J'aimais le côté artistique de l'informatique. J'aimais le côté, tu crées quelque chose de rien, le côté où tu dois fouiller pour trouver une solution à un problème. Donc, j'aimais tellement ce côté-là, j'ai dit, OK, bon, mais là, on va choisir quelque chose. Je rentre en informatique. C'est comme ça que je suis rentré. Quand je suis rentré, j'ai vu les défis qu'il y avait dedans. OK. Oui, c'est le fun, c'est intéressant, c'était ce que j'aimais créer, mais ça a été 3-4 ans. Assez intense. Puis dans tout ça, est-ce que tu avais déjà commencé le pas vers l'entrepreneuriat? Est-ce que tu avais déjà commencé à créer des compagnies et tout? Ta première compagnie, c'était première entreprise ou...
Ben, au début, j'ai commencé, c'est que justement, la résidence de personnes âgées de ma mère, OK. ma mère, elle est tombée malade. Donc, quand elle est tombée malade, par défaut, C'est toi qui es devenu responsable. OK. Donc, j'avais 17 ans. Wow. Oui, OK. j'avais 17 ans, j'allais vers mes 18 ans. Donc, entre mes 17 et 18 ans, c'est là que la première entreprise. Donc, il faut s'imaginer, oui, là, il y avait d'autres personnes autour de moi, mais c'est moi qui m'occupais des horaires des employés, la nourriture, la femme de ménage qui devait venir, m'assurer que les rapports étaient envoyés au gouvernement, etc. Donc, la maison, c'est moi qui gérais. À 17 ans. À 17 ans. À 17 ans, c'est un âge critique là, pour les jeunes. Là. Tu apprends à te connaître, tu apprends à connaître d'autres choses et tout. Toi, c'est... Moi, c'était déjà... Sago, la NERSA, t'es déjà dans le bain. Mais moi, j'avais ce côté... j'avais déjà le côté très sérieux, introverti, où ce que, OK, je suis capable de structurer pour amener faire fonctionner les choses. J'avais pas les réflexes encore que j'ai aujourd'hui, mais j'avais déjà l'instinct. Ouais. C'est pour ça que naturellement, bon, c'est arrivé, OK, go NERSA, puis on to the run. Toute la curiosité venait avec, puis tout. Puis ça n'a même pas été un... Oh, ça me tente pas, maman, t'es rentré dedans. T'étais déjà dedans. Oui. Wow. Puis ensuite... Après ça, j'ai continué. Malgré toutes mes études que je dis là, j'ai continué. Après la résidence, là, je suis rentré dans tous les réseaux de marketing. Moi, j'ai fait les réseaux, là. J'écoute les gens, là. Dans le temps, avant ACN. Oui. Tout le monde connaît ACN. Moi, je l'ai connu avant ACN. Avant que ça s'appelle ACN. C'est le nom que j'essaie de me souvenir. Mais moi, Moi, j'ai connu ACN. Avant, ACN était une autre entité. Après ça, c'est devenu ACN. Donc, moi, j'ai commencé l'entité avant ACN. Donc, les débuts, là. Donc, juste imaginer les débuts. Ouais. Donc, j'ai commencé là. J'ai fait Mela-le-Cas, j'ai fait Arbonne. J'ai fait au moins 4-5 nouvelles aussi qui se créaient comme ça. Je rentrais dedans. Là, j'avais cet instinct entrepreneurial-là, naturellement, pour pouvoir faire ça. Donc, je fais ça quelques années. Après ça, j'ai commencé à créer. J'ai acheté une autre résidence pour personnes âgées. De celle, OK. Oui, ça, on l'avait fermé. Après ça, j'ai fait le réseau de marketing. Après ça, j'ai acheté une autre résidence pour personnes âgées. Il y avait 12 personnes dedans. Là, t'es rendu à 3? Ou, OK, c'était ma deuxième résidence. OK, la deuxième, OK, ouais. Donc, après ça, j'ai acheté une résidence. Je l'ai vendue. Après ça, j'ai créé un centre d'appel virtuel avec une associée. En quelle année, ça? On a gagné un prix en 2004. C'est avant-gardiste, là. Avant-gardiste. On a gagné un prix parce que justement, c'est avant-gardiste avant qu'aujourd'hui... Que tout le monde voit comme normal, là. C'est normal. Non, nous, on a créé, j'avais l'idée, on a pris un informaticien qui nous a monté le système. Je me souviens chercher les logiciels pour le faire, le coder, programmer. C'était un français. Il y avait un logiciel, c'est un français qui l'avait. Et comment qu'on l'avait fait, c'était que les employés étaient chez elle. OK. Ils étaient chez elle. Un client appelait pour une entreprise. On avait plusieurs entreprises. Et l'employé voyait le nom de l'entreprise et le dossier de l'entreprise. Comme un centre d'appel physique. OK. Et quand il le recevait, donc il répondait au nom de l'entreprise. Il mettait des notes dans le dossier de l'entreprise. Un autre appelait, c'était l'autre dossier de l'entreprise. Wow. Et même quand elle travaillait pas, elle, ça allait sur nos cellulaires. Okay. Moi et mon associé. Donc, ça remonte nos cellulaires. On voyait le nom de l'entreprise et on répondait au nom de l'entreprise. Et on envoyait les messages aux entreprises. Donc, on était avant-gardiste de qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, du télétravail et tout ça. Non, mais vous comprenez, là, wow, 2004, puis c'est ça que c'est ça que je t'expliquais tout à l'heure. Tu vois, on pense souvent que des affaires, mais regarde, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, tu vois, maintenant, c'est un service qui se vend partout dans le monde. Oui. Tu peux avoir un réceptionniste au Madagascar. Je parlais de ça avec mes collègues partout dans le monde. Oui. Puis regarde, 2004, c'est déjà très avant-gardiste. Wow, félicitations, c'est vraiment nice. Puis après, là, moi, j'ai envie de savoir encore. Après ça, quand on va parler des dessous de l'entrepreneuriat, j'expliquerai qu'est-ce qui s'est passé avec celle-là. Après cette entreprise-là, on l'a vendue. Et qu'est-ce que j'ai fait après? Après ça, j'étais consultante aussi. Quand j'ai fini mon bac en informatique en 2000, j'étais permanente chez Bombardier. J'ai fait Défense nationale, Bombardier. Et ensuite, je suis tombé à mon compte en 2007. Okay. Donc, j'étais consultante en 2007 pour mon métier. Parce que moi, j'ai un métier précis. Oui, je suis informaticien, mais je suis contrôleur de projet. OK. Je suis contrôleur de projet.
Et donc, en 2007, je suis consultante. Les firmes m'appelaient, les grandes entreprises m'appelaient pour des contrats. OK. Parce que mon expertise est extrêmement pointue. OK. Donc, j'ai fait ça de 2007 jusqu'à 2019. Avant la pandémie. Oui, avant la pandémie à peu près. Après ça, j'ai comme switché de un peu de carrière. Mais j'ai fait ça pendant plusieurs années. Donc, consultante à mon compte, j'avais mon entreprise et j'avais quelques employés que je plaçais aussi. Donc, j'avais une petite firme de consultants. Ouais. Et là, je me suis dit, mais pourquoi le faire ça plus grand? Moi, je suis comme entrepreneur, on va faire plus grand. Donc, j'ai appelé une de mes amies en ressources humaines et on a créé Gestion PCO. Ouais, comme à tout à l'heure, oui, effectivement. Ouais. Donc, j'ai créé Gestion PCO, qui est mon entreprise actuellement, qui fait du recrutement et de la gestion de projet. Ça, on va rentrer dans les détails. Et en parallèle de tout ça, effectivement, il y a eu mon organisme aussi que j'ai lancé. Oui, c'est quoi le nom encore? C'est CAFE, C-A-E-F-E. Oui, c'est vrai. Et le Salon des opportunités. Oui, que j'ai participé. Pendant la pandémie, c'était virtuel. C'est ça. Puis en présentiel aussi. Oui, présentiel. Au début, j'ai fait présentiel. 2017, 2018, 2019. Ouais. C'était présentiel. Puis on a fait virtuel après. Exactement. C'était toute une expérience. J'avais vraiment aimé ça. Ouais. Puis justement, bon, tu vois, tu m'avais précédé, tu voyais où est-ce que je m'en venais. Est-ce que tu as déjà eu, en créant toutes ces entreprises-là, en partant toutes ces idées-là dans ta tête, t'es une femme, t'es noire. Le monde des affaires, en majorité, sans le changer, mais en majorité, c'est homme. Non, mais homme. Comment est-ce que tu as déjà senti, mettons toi, est-ce que tu t'es mis des limites par rapport à ça, ou toi, regarde, moi je rentre, on verra qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ça a été quelque chose de dur, ou comment tu le vois là, avec les 30 ans d'expérience, tu es lancé? Ouais, mais ça n'a pas été facile, parce que il faut avoir effectivement des nerfs solides, ok? Surtout effectivement une femme noire. Puis moi, je choisis des domaines toujours un peu plus compliqués. Comme tu n'as pas décidé d'ouvrir un casse-croûte, là. Non, exactement. Tu sais, j'ai ouvert un restaurant, puis j'ai choisi un restaurant burger. Il faut vraiment dire que le traditionnel, c'est pas vraiment quelque chose que je fais. Ouais. Donc, ça a été compliqué pendant longtemps, j'étais prise dans mon milieu. Essayer le plafond de verre, c'est pas seulement dans les entreprises, mais moi, je l'ai senti. J'ai dit, OK, mais j'ai une entreprise, j'ai une belle offre de service, pourquoi je perce pas tous les milieux? Pourquoi est-ce que c'est mon milieu c'est le seul moyen parce que les gens me connaissent qui sont dedans? Mais c'est parce que j'ai découvert, c'est que pour moi, il n'y a pas beaucoup de noirs dans le milieu entrepreneurial autre, si on peut dire québécois. Ouais. Donc, déjà là, quand tu arrives, ils sont un petit peu sceptiques. OK, est-ce qu'ils peuvent te faire confiance? Est-ce que ton service, il est bon? Ou même, est-ce que tu vends pas les mêmes choses que d'habitude, effectivement? C'est pas un restaurant que tu as, c'est pas de coiffure que tu fais, dans des modèles très traditionnels en tant que femme. Ouais. J'arrive, je suis informaticien, je dis, OK, moi, je fais du placement informatique. C'est complètement c'est différent. Ouais. Après ça, j'arrive, aujourd'hui, je fais de la transformation numérique. Donc, je rentre dans un milieu où OK, mais c'est 90% des hommes qui sont dans ce milieu-là. Ouais. Donc, en plus, l'entreprise t'appartient. C'est même pas comme si tu étais une employée qu'on embauche. Donc, tout ça choque. Et je l'ai senti ici et même à l'international. C'est pas juste ici. T'arrives en tant que femme, il y a toujours cette barrière-là qu'on te met. Mais que j'ai toujours affronté. Je me suis dit, OK, on va travailler, on va foncer, puis à un moment donné, cette barrière-là va sortir. J'ai dû faire face à cette barrière-là en informatique. En informatique, comme j'ai dit, j'ai un domaine pointu. Je fais du contrôle de projet, des gros budgets. C'est-à-dire, moi, on me donne des budgets le plus gros que j'ai eu, c'est 200 millions. On te dit, OK, c'est toi qui gères les 200 millions. Puis on choisit les projets qu'on fait, mais c'est toi qui donnes la cadence et le tempo. Là, tu arrives, imagine des ingénieurs blancs. Arrive, c'est toi, la femme noire, qui a ce rôle-là de gérer cette cadence-là. Wow. Donc, il faut faire ta place. Il faut faire ta place, pas seulement pour toi. Il faut faire ta place pour toutes les autres qui vont arriver après. 100%. Amen. Et ça, c'était le défi que j'avais. Donc, je ne peux pas changer. Et je ne voulais pas non plus rentrer dans le moule.
moi, au début, oui. Au début, je voulais un petit peu plus, me rentrer dans je fais partie de la gang. Après ça, j'ai dit, oui, je fais partie de la gang, mais je suis qui je suis. Mais ton identité, j'ai mis ma culture, j'ai pas de problème. Moi, elle était upfront. That's it. Elle savait, ma culture était forte. Et je pense que c'est là que j'ai été vers les cheveux naturels encore plus vite. Parce que c'était important pour moi de dire, OK, moi, je suis noir. Je cherchais pas la... Il n'y a pas de... Non. Je le disais, j'ai dit, OK, avec un nom pareil, de toute manière, quelle couleur tu veux que je sois? Ou bien je disais, je suis noir. Si tu me cherches sur l'étage, là, tu vas voir la seule noire qui est sur l'étage. Ouais. Tu sais, ça choquait un petit peu, mais au fil du temps, j'ai remarqué qu'ils appréciaient le fait que j'étais fier de qui j'étais, de ma culture. Puis je leur expliquais. Puis je suis né au Québec, donc j'avais l'avantage de pouvoir parler joual ou passer. Ouais. Mais je leur disais, je suis noir, puis ma culture, elle est comme ça, il y a des choses que je peux pas faire. Non, mes enfants peuvent pas faire ci, etc. Et je leur expliquais, donc, qui fait que au fil du temps, j'ai vu qu'ils appréciaient cette... Tu les éduques? Oui. Carrément. Parce que toi, t'es né, tu sais, c'est un avantage qu'on a. Tu sais, on est né ici. Ils nous ont appris leur culture. Maintenant, on a une culture à la maison qui est forte aussi. C'est que nous, on leur apprend après par rapport à ce que nous, on sait d'eux autres. Donc, c'est comme... Ouais, ils l'apprécient beaucoup. Les gens qui veulent, ils vont l'apprécier. Exactement. Oui, bon, on a toujours les autres. Ouais, il y a toujours un petit pourcentage qui... On va laisser de... Ouais, c'est ça, de côté. Mais continue, c'est... Mais c'est ça, donc, puis c'est ça que j'ai vécu du racisme systémique et du vrai racisme. Moi, je me suis fait... Dans ta face? Direct. Mais la première fois que j'ai vu le racisme, ça m'a un peu choqué. Le systémique, ça fait longtemps, on est né ici. Ouais, des fois, tu le sais, t'es comme, whatever. Mais quand c'était front directement, on te le disait dans un milieu de travail, disons que ça choque. Tu sais, OK, mais c'est juste un milieu de travail, on n'a pas le droit. Tu sais. Bon, mais là, tu sais, je me suis fait dire, OK, qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi que la poire, elle est là? Tu sais, devant moi, et je suis resté, je vais être bon. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Tu vois? Mais effectivement, j'ai dû passer à travers ces barrières-là et dire, OK, comment je gère ce genre d'éléments-là? Parce que comme j'ai dit, moi je gérais, je me disais, OK, mais je veux que quelqu'un de noir arrive après moi. Ou un immigrant soit là. Ouais. Parce que quand tu arrives quelque part et puis, il y a une noire, puis il y a juste des Québécois sur 150 personnes, c'est comme quelque chose qui fonctionne pas. Ouais. Ah, c'est sûr. Puis, mettons, on oublie Québec. Est-ce que des hommes de la communauté aussi, t'as subi des challenges, t'as vécu des challenges aussi? Parce que je sais comment des fois le rapport peut être assez, tu sais, comme on dit, macho un peu, ouais. Un petit peu, oui. C'est oula. Mais le challenge a été surtout de dire, OK, mais je suis là pour une affaire. Ouais. Je suis pas là pour me faire causer. Il y a une limite. Ouais. C'est comme j'ai l'impression que les hommes noirs, pas seulement haïtiens, là, les hommes noirs, on va dire, parce que maintenant comme je suis un petit peu partout, tu sais, ils ont comme l'impression qu'il faut qu'ils charme pour. Oui. Charme pour le contrat ou des choses comme ça. Tu sais, j'ai développé, effectivement, j'ai compris pourquoi certaines femmes développaient un thick skin, genre je comprends, une sorte de barrière. Exactement. Tu sais, il y en a qui m'appellent général. Tu sais, ils disent, oui, t'es super gentil, jusqu'au moment où on commence à parler affaires. Tu sais, comme mon visage change, mes expressions changent, et puis là, c'est comme, il m'a dit, mais général, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, mais c'est parce que je parle, grigner dans ta l'œil fini, hein. Oui. Donc, le business, on peut aller là. Exactement. Mais j'ai dû développer cette carapace-là, j'ai dû mettre en place un système de défense. Défense, oui. Ouais. Très, très fort. Des fois, j'ai dit, OK, même il est un petit peu agressif pour pouvoir prendre ma place. Wow. Ben, c'est 100%. Tu vois, c'est quelque chose pour la femme vraiment dans le monde des affaires. Mais ça réussit, dans le fond. Ton système de défense fonctionne parce que t'es là, puis ton nom, on te voit souvent, puis tout. Puis à ce que j'ai compris, à te voir aller, puis tout, je pense que tu remets, tu vois, tu disais tout à l'heure, je fais ma place, mais en même temps, je pense aussi aux personnes qui vont passer derrière moi. Donc, tu remets, je pense que tu travailles aussi à remettre ce que tu es en train de construire aussi pour que d'autres puissent prendre. Donc, le Salon des opportunités, c'est vraiment un bon exemple, si on regarde ça. Et gestion PCO, tu parlais de ça tout à l'heure. Dans le fond, c'est du placement de personnel. Puis, dans quel domaine tu t'en vas pour le placement de personnel là-dedans? Donc, c'est encore tendre la main pour aider le monde
parce que tu as sûrement vécu des choses que tu sais, tu sais quoi? Un entrepreneur, c'est ça, c'est de cibler le besoin qu'on a, puis de pouvoir, tu sais, comme, aller le remplir, puis donner quelque chose dans le sens. Donc, gestion PCO, c'est du placement personnel. L'idée est venue de, tu voyais qu'il y avait du monde qui cherchait dans certains domaines, et toi, tu t'es engagé là-dedans pour... Mais c'est ça, comme je dis, moi, je suis en informatique. Ouais. Donc, souvent, on me demandait comment j'ai réussi à rentrer dans des grandes boîtes. Parce que j'étais contrôleur de projet, gestionnaire de projet, mais j'ai travaillé pour Défense nationale, Vidéotron, Bombardier, toutes les grands Inc., j'ai travaillé pour eux. Moi, chaque 2 ans, je changeais. Donc, j'ai quand même eu la chance de passer dans la plus grande entreprise. Et on m'appelait d'une entreprise à l'autre. OK, ça fini ton mandat là. Non, j'ai pas fini, mais quand tu finis, OK, viens, j'ai un mandat pour toi. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a ton niveau, etc. Donc, grâce à ça, j'ai fait ma place dans différentes entreprises. Là, les gens étaient comme, mais comment tu as réussi à pouvoir passer? Nous, on n'y arrive pas. Donc, j'ai dit, OK, mais comment faire pour aider les gens? Tu sais, oui, de mon moment, je vais te le dire comment j'ai fait, mais j'ai dit, OK, je voulais aider plus de personnes. Rentrer beaucoup plus de noirs dans des grandes entreprises. Parce qu'on a notre place. Et de l'autre côté, les employeurs disaient, c'est pas qu'on veut pas les embaucher nécessairement. On les trouve pas. Ils envoient même pas leur CV. C'est ça. Il y en a qui me disaient, mais parce que je les trouve pas, Nersa. C'est pas que je ne le fais pas. Puis c'est vrai. Ouais. Puis souvent, on va dire, oh, ben, tu sais, mettons, on prend l'exemple des policiers. Beaucoup de personnes, tu sais, on sait ce qui s'est passé puis tout ça. Mais il n'y a rien qui empêche notre communauté de pouvoir appliquer à ces postes-là. Pompier. Oui. J'ai un de mes amis pompier, il fait des formations, il fait des journées carrière pour les jeunes. Et il a de la misère à attirer les gens de notre communauté. Exactement. Tu comprends? Mais je comprends que, dans le fond, je comprends qu'est-ce qu'ils disent parce que il me le dit, puis à chaque année, puis il débloque des budgets pour ça. Puis c'est 20, 25 personnes qui viennent alors qu'il y aura la capacité d'en avoir plein. Mais c'est ça, c'est vraiment ça. Puis j'ai dit, mais comment faire pour les amener? Et j'ai commencé, surtout c'est quand j'ai travaillé pour l'ENA, l'École nationale d'aérotechnique à Ville-Saint-Hubert. Ouais. Bon, ça, c'est là que j'ai trouvé que j'étais vraiment seul, moi-même, dans mon monde. Donc, j'ai dit, OK, comment les faire comprendre ce genre de domaine-là? Je me souviens, je cherchais des étudiants pour faire des formations de 8 semaines pour travailler à Bombardier. Formation de 8 semaines pour la peinture des avions. Ouais. Après les 8 semaines, ton salaire, il tombait à 20. Après ça, il montait à 25, 40, 45 $ de l'heure. J'arrive pas à trouver personne. Ah, j'ai dit quelque chose. Parce que, tu vas avoir une formation de 8 semaines, ils demandaient des débosseleurs, 8 semaines, puis t'as un gros salaire chez Bombardier. J'arrive pas à trouver du personnel. C'est incroyable. Et c'est là que j'ai dit, OK, je vais faire un salon. De cela est né le salon des opportunités. OK. Mais au début, c'était une conférence. Tu sais, la conférence, ça s'appelait... Parce que moi, le thème du salon, c'est « Parce que c'est possible ». OK. Parce que moi, je dis, il n'y a pas de barrière. Tu fonces, le pire qu'on va te dire, c'est non à un moment. Donc, c'était parce que c'est possible. Donc, j'ai dit, OK, je vais faire une conférence où je vais mettre des métiers atypiques. En salle, on va parler de nos parcours qui ont été probablement difficiles, mais qu'on est là pour justement, pour les jeunes, pour inciter les jeunes. Mais combiné à ça, j'ai dit, moi j'aime ça donner, oui, je parle, mais concrètement, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je faisais les employeurs de ceux qui faisaient les conférences ou des personnes du parcours venir pour que les étudiants, les personnes qui apprenaient la conférence, s'ils étaient intéressés, ils se retournaient puis ils avaient quelqu'un à qui parler. Donc, c'est pour ça que mon premier, dans le fond, j'ai fait venir l'ENA, l'École nationale d'aérotechnique, pour que j'avais un pilote d'avion qui est venu. Ça a été estomac. Tout le monde a été... Je pense que ça a été le coup de cœur de tout le monde. Pilote d'avion haïtien, noir. Wow. C'est rare. Oh oui, c'est rare. Je l'ai jamais vu. Mais voilà. Je peux parler l'avion tous les jours, mais j'en ai jamais vu. Même lui, il est rare. Il y en a un petit peu plus maintenant. Puis c'est capitaine. Il est vraiment... Il est capitaine en plus. Oui, comme c'est lui qui parle qui donne le truc voilà. Là. Okay. Exactement. Puis, c'est pas le figurant là. Non. Puis c'est pas n'importe quel avion. À cette époque-là, je crois qu'il était pour une grande chaîne. Jusqu'à maintenant, il est pilote d'avion. Mais les gens étaient avec son uniforme. C'est un vrai pilote d'avion. Donc, je venais avec un pilote d'avion, une directrice RH pan-canadienne pour une grande boîte. Je venais avec des personnes, des gens étaient comme surpris que c'était des Noirs qui étaient à la tête de tout ça.
Et de là, ils pouvaient aller parler, dans le fond, avec l'ENA, qui donnait le cours, justement, d'avionique. Donc, les gens étaient comme, OK, c'est comme ça que je peux rentrer dans le cours. J'ai fait rentrer quelqu'un qui est en ressources humaines. Tu sais, donc, il y avait comme quelques petits kiosques. C'était petit pour commencer, mais c'est là que ça donnait. Les gens qui sont venus ont dit non, ça peut pas rester comme ça. Tu sais, je vais dans une petite salle, toute petite, on dit non, le prochain, tu le fais, tu t'arranges, tu le fais grandiose, parce que c'était tellement intéressant d'entendre les gens et de voir c'est des employeurs différents de ce qu'on voit d'habitude. Ouais. Et pour moi, ce qui est important, c'est que tu embauches. L'intégration ethnoculturelle, pour moi, c'est des professionnels. La masse, tu vas la trouver. Ouais. C'est des professionnels que je veux que tu embauches pour les employeurs et je veux que tu leur donnes leur chance et leur place. Donc, les employeurs étaient choisis. C'était mes employeurs de choix que je choisissais. Les deux, c'était pas juste, c'était pas n'importe quel employeur qui pouvait venir au salon. Ouais. Si ta réputation n'était pas correcte, tu pouvais pas venir. Ou sinon, si tu viens, c'est parce que tu veux embaucher des personnes qui vont monter dans le grade, qui vont avoir des postes portant chez toi. OK. Donc, ça, c'était le premier. Et le deuxième, même le deuxième, quand je l'ai fait, les gens étaient encore surpris. J'aime ça surprendre. Tu sais, pour amener quelque chose de nouveau. Ouais. Au deuxième, quand on a fait le deuxième salon des opportunités, on a fait venir un dépistage pour les yeux. Parce qu'il y a beaucoup de... où on peut porter des lunettes, on y va. Ouais. Mais dans notre communauté, il y a des maladies de la vue. Donc, j'ai dit, OK. Puis, à cette époque-là, c'est juste le moment où il y avait le chemin Roxane. Parce qu'il y avait beaucoup de... Le passage... Donc, j'ai fait venir commandité pour faire le dépistage. J'avais l'université qui est venue avec un grand... quelqu'un qui fait des lunettes. Ils sont venus dépister les gens là gratuitement. Parce que ça coûte cher, ce dépistage. Ouais. Donc là, ça a été encore... les gens étaient surpris de voir tout ça. Mais j'ai dit, mais on cherche le besoin de la clientèle et puis on s'assure qu'elle est bien. Donc, c'est ça pour moi, le salon des opportunités. Puis le nom le dit. Ouais. C'est l'opportunité. Mais des deux côtés, je veux montrer aux employeurs et aux grandes corporations qu'on est une communauté forte, qu'on peut se mettre ensemble, qu'il peut y avoir beaucoup de gens qui viennent dans nos événements et c'est des gens de qualité que tu peux embaucher. C'est vraiment ça. Puis de là, à partir du salon des opportunités, tu es capable de transférer à gestion PCO, puis aller avec ça. Puis tu as parlé vraiment de professionnels. Puis comme tu dis, c'est des emplois ou c'est des employeurs et des emplois que on n'entend pas souvent parler dans notre communauté. Donc c'est comme si des fois notre communauté, on se pense il y a rien contre là, mais tu peux être infirmière, oui, mais il y a d'autres choses aussi là. Il y a vraiment plusieurs opportunités. Donc faut vraiment suivre le salon des opportunités puis aller voir là. Puis aussi ça veut dire aussi prends la chance. C'est exactement d'être un pilote d'avion. Pourquoi tu pourrais pas le devenir? Tu es un astronaute, on peut le devenir. Il y a plein de choses où on voit pas notre communauté. Puis je pense que c'est par manque de représentation. C'est ça que je pensais quand tu me disais ça. Un pilote d'avion noir, j'ai jamais vu ça. Et par contre, sur les médias sociaux, j'avais vu une équipe noire d'Air Canada, partant du pilote jusqu'au... comment tu t'appelles encore les agents de bord. Ça, oui. Toute l'équipe était noire. Mais moi, voyager avec ça, j'ai jamais vu. Puis c'est des événements comme ça qu'on doit vraiment mettre de l'avant et tout. Puis je sais que tu t'associes aussi avec, je pense, tu travailles avec le groupe 3737 puis c'est un peu la même vision, la même chose que le groupe 37 met de l'avant. C'est quoi l'apport que vous, c'est quoi le travail que vous faites ensemble pour pousser? Est-ce que vous voyez vraiment que ça bouge? Je sais qu'ils ont ouvert quelques bureaux. Il y en a un à Gatineau, je pense, puis quelque part d'autre dans l'Ouest canadien. Faire comme ça. Ben, ils en ont plusieurs. C'est justement, c'est sûr que bon, il y a eu l'événement George Floyd qui est arrivé, qui a fait que on a comme ouvert les yeux que, OK, il y a une communauté noire. Ah ouais, tout d'un coup, ça a apparu de nulle part. Oui, on n'existait pas avant. Il y en est arrivé dans le monde. Mais donc, et puis, ils sont, OK, mais c'est parce effectivement, ils sont pressés. Ils ont il y a comme une révélation qui a été faite. Ouais. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais il y a une révélation qui a été faite à ce moment-là. Et il y a eu comme, OK, bon, il faut les aider partout. Donc, il y a eu ce qu'on appelle tout ce qui est, moi, je me dis l'intégration de la diversité ethnoculturelle sur les marchés partout, là. Mais tu sais, on était déjà là, on essayait de passer certains milieux. Donc, à ce moment-là, il y a un financement qui est sorti au niveau fédéral pour
justement l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat noir, mais c'est beaucoup de lobbying qui a été fait. Donc, par beaucoup de personnes pour pouvoir sortir cet argent-là, donc, avec tout ce qui est arrivé les dernières années. Et le 3737, ils ont pu, dans le fond, ouvrir des bureaux. C'est pas pour financer les projets, mais pour encadrer, accompagner, supporter les entrepreneurs noirs pan-canadiens. Nice. Il y a des bureaux à Halifax, Moncton, Toronto, Gatineau. Moi, je ne sais pas, mais sur le site, des gens. Ouais, il y en a plein. Mais peu importe où est-ce qu'on est, ou à peu près les grandes villes, il y a un bureau où un conseiller peut accompagner un entrepreneur noir. Nice. Francophone en plus. Francophone en plus. Ouais. Ici, c'est facile, on parle français. Le Canada parle français, mais il y a juste le Québec. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a juste le Québec qui parle français. Donc, pour aider ces entrepreneurs-là, mais ce qui est bien, c'est qu'ils rentrent dans une communauté. Enfin, dans une communauté qui est pan-canadienne, ça permet d'avoir beaucoup plus de reach et d'avoir plus d'opportunités. Exactement. Ouais. Donc, moi, au groupe 177, c'est ça, c'est d'offrir le plus que possible. Moi, c'est les outils. Moi, on est venu me chercher, on m'a dit, OK, il faut mettre en place des outils pour que justement, des outils technologiques, pour que tout le monde puisse se parler. Les employés peuvent être connectés avec la centrale ici, parce que sinon, ils sont isolés dans les bureaux, etc. Donc, j'ai mis en place des outils numériques pour justement s'assurer que les employés, quand ils arrivent, ils ont leur laptop, ils ont tout leur équipement pour commencer à travailler au bon moment, qu'on est tous sur le même réseau, leur courriel est à jour, on puisse échanger, etc. Donc, c'était ça mon mandat en rentrant, de m'être installé des visioconférences aussi. C'est la grosse mode. On est en télétravail. Dans les bureaux, il y a de la visioconférence un peu partout. Et aussi de créer des plateformes numériques, des communautés. J'ai mis en place aussi un outil pour pouvoir diagnostiquer, par exemple, un dossier d'un entrepreneur pour voir où est-ce qu'on peut l'aider. Donc, tous ces outils numériques-là, c'était ça mon mandat dans l'année et demie qui vient de se passer. Donc, j'ai pu faire ça. Et c'est toujours dans la même vague. Plus je te parle, effectivement, c'est toujours redonner au suivant. Ouais. Comment je peux, moi, la misère, un gros mot, hein, mais les défis que j'ai eus, est-ce que je peux éviter que quelqu'un les ait? Ouais. Mais c'est ça, on le ressent quand on parle, puis on ressent quand tu le dis aussi. Puis, tu me parlais au début que tu avais 2 garçons, un 18 et un 11. Comment ils voient maman? Est-ce que tu sens que les autres aussi vont prendre ce côté-là? Ça peut être différent aussi. Mais comment, ils voient maman là, dans la maison, là, t'es super calme, t'es posé, on pose des questions, ça va bien. Bon. Mais tu dois sûrement être au téléphone de temps en temps, sûrement en train de brasser puis faire des affaires. Comment tes boys le voient comme, est-ce que tu sens qu'il y a un passage de flambeau qui peut se donner une inspiration peut-être aussi là-dessus? Mais je vois que surtout le plus jeune, c'est moi qui ai inventé la gestion de projet. J'adore quand il dit ça. Parce que pour lui, il m'a toujours vu là-dedans. Depuis qu'il est petit, il est avec moi partout. Moi, mes enfants, ils sont avec moi. Tu sais, je suis une maman entrepreneur. Je l'amène dans une conférence. Quand il était petit, il est dans sa poussette. Quand il était plus grand, il courait. Je disais aux gens, bon, s'il vous plaît, si vous voyez courir, juste le rattraper si je suis en conférence ou des choses comme ça. Ou il est assis derrière la table avec moi. Tu sais, il faisait partie de l'écosystème entrepreneurial avec moi. Et ils me voient, ils savent que... il va être là. Il va être là. Ils savent aussi que c'est grâce à ça qu'ils ont qu'est-ce qu'ils possèdent. Moi, je leur dis, attendez pas, ils me disent le soir, mais t'es encore en train de faire une réunion? Tu m'as demandé une paire de tennis, hein? Si tu te souviens. OK, je vais aller me coucher. Tu comprends? Merci beaucoup. Et puis, je suis en réunion, là. Tu m'as demandé ça. Tu le veux? Laisse-moi tranquille, tu comprends? Donc, tu sais, c'est le faire comprendre que c'est grâce à ça que c'est là. Ouais. Que ça fonctionne. Et de me voir aussi progresser, avancer. Je sens qu'ils sont ils sont fiers. Ils sont fiers de leur mère, de voir, ils arrivent, ils voient que je fais des livres, je fais des conférences et tout ça. Le plus vieux, lui, je vois déjà, lui, c'est un hustler depuis qu'il est petit. Mais il est comme moi. Il va à l'école, il travaille, mais il hustle. Il hustle à côté. Tu sais, il me dit, OK, je vends telle affaire, OK, combien je devrais le vendre, sur quel site, des choses comme ça. Donc, je le laisse bâtir son entreprise. Le plus jeune, je suis en train de le former en entrepreneuriat. Parce que j'aimerais la relève. La relève doit arriver pour qu'il puisse prendre la place. Mais c'est tout ce qu'il voit. Il voit juste la mère
en train de facture, fait ça. Puis, en plus, les heures sont pas pareilles. Tu sais, c'est pas comme un parent qui travaille de 9 à 5 et qui a pas de problème avec ça. Sauf que une journée, elle peut être là le soir, une journée, elle l'est pas, une journée, elle rentre à 8 heures, une journée, elle part à 5 heures du matin, une journée, elle est en voyage, une autre journée. Tu sais, c'est de te voir grandir là-dedans. Les autres sont habitués pour les autres là maintenant, mais le commun du mortel regarderait ça comme non, mais elle est jamais là. Pourtant, elle est là. Mais faut juste que tu apprennes à comprendre le mouvement qu'elle fait. Puis surtout, monoparental, c'est quelque chose c'est extraordinaire là, de pouvoir faire ça, puis d'avoir le temps d'aller faire du sport, d'être là. C'est comme... C'est quelque chose de s'occuper de tout. De tout ça. Et puis des parents. Tu sais, les parents, ils ont vieilli. Dans une autre... Énergie, hein, des fois. Hein. Puis, on dit l'entrepreneuriat, un des plus beaux gâteaux, c'est cadeau, je veux dire. C'est la liberté. Mais cette liberté-là, c'est un gros engagement, c'est une grosse responsabilité qui vient avec ça. Puis c'est ça que tu es en train de dire et tout. Puis en plus, écrire des livres, prendre le temps d'écrire des livres, cette idée-là est venue encore dans je veux remettre. Tu vois, on dirait que t'es parti pour... Moi, c'est vraiment ça. Moi, c'est vraiment remettre. Quelqu'un, puis moi, ma plus grande joie, des fois, je vais te donner beaucoup plus mes livres que les vendre. Ma plus grande joie, c'est quand quelqu'un me dit, OK, j'ai lu ça, ça m'a permis de débloquer quelque chose. Bon, là, j'ai dit, OK, bon, mais... J'ai atteint mon objectif. Moi, c'est juste ça. Mes conférences sur la santé mentale, c'est que quelqu'un vient me voir après, il dit, merci. Grâce à toi, tu m'as aidé à retrouver ou à pleurer pour pouvoir, puis je vois que je suis pas toute seule dedans. Ouais. C'est ça qui est important. C'est de redonner parce que on m'a donné beaucoup. Ouais. J'ai eu beaucoup qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Donc, je me dis, je vais donner sans attendre nécessairement quelque chose, mais que ça a rapporté à quelqu'un, c'est important. Puis tu disais, conférence sur la santé mentale. Oui. Tu sais, on est une communauté très fière. On est, comment je pourrais dire, tu sais, comme, on accepte difficilement, nos parents acceptaient difficilement ça. Disons que c'était des choses qui étaient cachées, qui étaient très, puis c'est sûr que quand tu vois quelqu'un qui te ressemble, puis qui en parle, c'est sûr que ça touche, puis on devrait encore plus, et tu vois, les autres communautés sont pour ça, on dirait que, mais nous autres, les Noirs, on dirait, non, c'est pas normal. Même que des fois, j'ai déjà entendu, ah oui, t'as pas vu son enfant est malade, c'est parce que t'es fait un bagaille, là, le fond bagaille, au prend, là. Arrête de niaiser, là, c'est comme, mais tu vois, non, tu sais, j'ai aucun problème à croire que oui, ça chambarde des gens, puis tu sais, comme t'as dit, on t'a donné, tu remets, puis ça va juste continuer à découler, puis tout ça. Puis, j'étais sur les médias sociaux, puis l'autre jour, j'ai vu une nurse africaine. Puis, je pense que là, il y a d'autres choses, là. Il y a des clics qui se fait overseas, si on peut dire. Sans dévoiler tes projets, qu'est-ce que t'as vu? Quand t'es arrivé là-bas, c'était-tu ta première fois que t'allais en Afrique? C'était la deuxième. La deuxième? Oui. La première fois, t'as été à la même place? J'étais, oui, à la même place en mission commerciale. OK, on va commencer par la première fois. Ouais. Parce que moi, j'ai jamais mis les pieds là-dedans. Là-bas, excuse-moi, c'est un projet que je caresse parce que là, tu sais, on part souvent, on va dans le sud, on fait des affaires comme ça, mais la terre africaine, c'est quelque chose qu'il faut faire. La première fois, comment tu t'es senti en atterrissant là-bas? Partage-moi ça un peu. C'est extraordinaire. La première fois, quand j'ai descendu l'avion, je suis arrivé, j'ai dit, OK, je suis chez moi. Tu sais, je me suis juste senti bien, comme si j'étais rentré à la maison. C'était vraiment extraordinaire, le feeling qu'il y avait là-bas. Et ce feeling-là, il n'est jamais parti. Je me sens vraiment bien là-bas, on t'accueille. Une chose que je trouve extraordinaire quand j'ai descendu l'avion, malgré que moi j'ai vécu en Haïti, donc j'ai l'habitude de vivre dans une communauté où il y a beaucoup de Noirs, mais il y a juste des Noirs. Moi, ça m'a impressionné. Il y a des Noirs dans tous les niveaux. C'est que, ça, je sais que déjà, les Noirs, ils sont pauvres, ils sont riches, ils sont professeurs, ils sont directeurs, ils sont à l'aéroport. C'est comme ici, mais noirs. Mais noirs. Et c'est vraiment, comme tu dis, c'est comme ici. Le pays fonctionne très bien. Tu peux faire des affaires, les hôpitaux. Moi, je prenais des taxis.
Sans problème. Sans problème. Je sortais, je prenais un taxi. Le chauffeur de taxi parle wolof, je parle français, on s'arrange. Je lui montre l'adresse sur mon GPS, puis on y va. Puis on arrive, on se comprend. Mm-hmm. Mais c'est que je pouvais sortir à n'importe quelle heure. 4 heures du matin, je suis dans la rue, 1 heure. Et puis, je pouvais développer mon entreprise, essayer de voir qu'est-ce qui se fait. Oui, j'apprends la culture, parce que c'est pas comme en Amérique du Nord. Et c'est pas comme haïtien non plus. Exactement. Créole, whatever. Et c'est aussi le mélange traditionnel et de moderne qui est rentré à l'intérieur. Un pays où ce que les gens... Moi, je ne sais même pas quoi dire. C'est tellement impressionnant de voir comment les gens sont bien là-bas. Okay. Ils sont bien, puis ils t'accueillent. Tu sais, ils te font pas sentir étrangère. T'es pas comme un étranger, on te dépose. Ouais. On t'appelle, non, viens, viens. Je vais te montrer le pays. On me faisait visiter les endroits, la nourriture, etc. Puis moi, j'aime parler aux gens. J'aime découvrir les personnes, les cultures, tout ça. Et moi, je parle avec tout le monde. Donc même, j'ai des amis jusqu'à maintenant que j'ai gardé des relations qui sont des marchands ou des marchandes. Tu sais, des gens, j'allais au marché acheter. J'arrivais, je m'assoyais sur un banc à côté de la personne qui vendait. Puis là, je le regardais vendre, tout ça. Tout simplement. Puis là, elle m'expliquait, voici comment qu'elle fait. J'aimais juste découvrir qu'est-ce qu'elle faisait. Ouais. Donc, j'ai développé tout type de relations. Et c'est ça Dakar pour moi. Comme je l'ai dit, je suis sénégalaise. mais j'ai adoré là-bas. Ça, la première fois, tu avais été pour voyager. Mais j'avais gagné une mission commerciale. Avec le groupe 37. Exactement. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y avait un concours. Donc, on était quelques entrepreneurs qui avons gagné. Puis, on a gagné une mission commerciale. Donc, on a fait une semaine là-bas. OK. Donc, en même temps que c'était de découvrir le pays, en même temps, c'était voir aussi les opportunités. Exactement. Là, tu es retourné une deuxième fois. Exactement. Là, tu avais marqué ça, là, tu as dit, il faut que je retourne. Ouais. Là, il y a quelque chose, là. Quelque chose qui bouge. Mais c'est sûr que la première fois, j'avais commencé. OK. Pendant 12 à 18 mois, on était en négociation et tout ça. Donc, quand je suis allé, j'ai finalisé les négociations là-bas, signé le contrat. Donc là, les affaires bougent. Donc, on va voir bouger les affaires. On va me revoir retourner, c'est sûr. C'est ça va être back and forth quand même à... Mais c'est ça. Mais il y a ça aussi, je fais des conférences sur la transformation numérique. OK, là-bas, à l'extérieur. J'en ai fait 2 à Dakar. Je vais en faire bientôt une autre. Mm-hmm. Et c'est ça. Mon but, c'est vraiment d'aller faire des conférences là-bas, développer des affaires avec l'Afrique et d'augmenter, dans le fond, un nouveau patte dans mon entreprise. Tu allais habiter là-bas? Non. Non? C'est étonnant, non. Mais je pense c'est possible que je vais faire quelques mois. C'est possible que j'arrive, je vais faire 3 mois ou même 6 mois. Mais habiter, je pense pas. Oh, peut-être ça va changer, mais elle va... Voilà, je suis jeune. Les enfants sont jeunes encore, donc là, c'est ça. Ouais, les 30 ans. 11, 18, même 18 ans, il a encore besoin de sa mère. Ouais. Donc 11, 18, moi, je suis une mère poule. On va voir quand ils vont être vieux, mariés, peut-être. OK, tu projettes la fin vraiment. Vraiment loin, hein? Je pense pas que ça va se faire là. Mais je projette la fin vraiment loin. Puis, ici, gestion PCO, tu gardes ça et tout. Puis, comment... Tu sais, tout à l'heure, je t'écoutais parler quand tu disais, j'étais assis, tu vois, la marchande qui travaille, puis tout ça. Puis, tu sais, ça m'a fait penser, tu sais, l'œil entrepreneur, quand tu le développes, c'est un œil qui devient tellement humble, dans le sens que même la personne que je vois au coin de la rue en train de quitter, pour moi, c'est du hustle. Tu comprends ce que je veux dire? Puis tu comprends on dirait que tu viens à comprendre la mentalité. Tu deviens moins hautain sur quand tu vois quelqu'un qui prend 2 roches puis qui essaie de faire du feu. Oui. Tu sais, puis de t'asseoir puis de l'observer. Tu sais, être entrepreneur, il y a un côté créatif là-dessus aussi. Puis tu peux t'asseoir puis tu regardes la personne puis t'es comme, wow, je catch quelque chose là. Puis développer à partir de là. Puis, et si c'était à refaire là, est-ce que, tu m'as expliqué d'une manière très positive les affaires et tout. Si c'était à refaire, est-ce que tu le referais de la même manière ou l'entrepreneuriat et tout, c'est quelque chose que tu recommencerais sans problème tout le temps? Oui, je l'aurais fait différemment, effectivement. Avec l'expérience, des choses comme ça. Mais bien au contraire, au moment où je regarde la somme, oui, j'ai parlé de positif, mais on a eu parlé
des défis, comme on appelle, ou des sacrifices. Effectivement. Qui sont liés à ça. Ouais. Donc, la somme de sacrifices et de défis. Aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer 100% en entrepreneuriat. Tu laisses tomber... 100% entrepreneuriat. Donc, moi, entrepreneur, 100%. Everyday. Everyday. Donc, moi, mon filet de sûreté que j'ai toujours essayé de garder, je viens de le lâcher. Je descends et puis je me dis, regarde, on va y arriver. C'est tout. C'est ça, l'entrepreneuriat. Ouais. Et c'est justement c'est un peu ce que tu as dit. Plutôt, ça cause justement à force de voir des opportunités, je me dis, je veux m'asseoir et les prendre, celles que je peux prendre et les développer. Mais oui, parce que et c'est sage d'avoir gardé un filet de sûreté. Mais je suis sûr que des fois, quand tu étais dans ton filet de sûreté, il y a des opportunités que tu peux pas aller reach ou des opportunités que tu es obligé de faire comme... Tu peux toujours t'arranger, mais la fougue entrepreneuriale, à un moment donné, elle prend le dessus. C'est que tu viens dans ton filet de sûreté puis tu n'es pas concentré parce que... C'est que quand tu te mets à 100%, puis je sais que tu as déjà du succès, ça va être du succès, puis en plus de l'avoir fait pendant que tu avais d'autres choses sur le côté, ta concentration doit être à 100% dans le fond, là. Mais maintenant que tu es à 100%, mais c'est quoi, là, ça va faire trembler la terre, là. C'est comme, déjà que tu es déjà très présente avec le filet de sûreté, parce que, tu sais, dans le domaine que je suis, je portais à travailler avec beaucoup d'entrepreneurs parce que je fais de l'assurance commerciale. Puis souvent, c'est des gens qui sont pas trop sûrs de ce qu'ils veulent faire. Donc, ils vont partir d'une entreprise, mais ils vont garder leur job sur le côté. Puis, tu sais, c'est correct. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Sauf que des fois, ce qui arrive, c'est que si tu te lances pas puis que tu sens pas le feu, si tu veux... Ah oui. Ben, tu vas pas être porté à vouloir te dépasser parce que tu sais que tu as toujours le petit trou où tu peux retourner OK, je suis safe là. Tu sais, comme, quand tu sais que tu te réveilles au début du mois, puis tu sais pas comment tu vas payer ton hypothèque, tu sais pas comment tu vas payer ton auto, tu sais pas comment tu vas manger, crois-moi que tu vas développer des affaires parce que c'est juste ça que tu as à faire. Mais si tu as ton 40 heures, des fois, fatigué là, je vais prendre le chèque, on va tranquilliser la business, puis c'est là que des fois on voit des gens, dans ton cas, on voit que c'est pas ça là qui t'est arrivé, mais il y a des gens, ça va finir par petit feu, on dit, j'étais fatigué, finalement, ils passent par-dessus leurs rêves. Puis, moi, ce que je préconise, c'est, moi, les gens qui travaillent avec moi, c'est tous des travailleurs autonomes, puis c'est toujours ça que je leur répète, vas-y à 100%, peu importe le résultat que ça va te donner après, ou moins si tu sais que tu as donné l'énergie à 100%, tu peux pas regretter, tu sais. Peu importe si ça ferme, ça marche pas après, on s'en fout. Peut-être que ça va t'avoir ouvert une énergie, puis c'est une transformation parce que tu changes. Tu sais, on n'a pas parlé des côtés négatifs ou des défis, mais je suis sûr que tu en as traversé parce que tu es une femme très sereine, je te regarde là, puis je vois que le côté docteur un peu, oui, vous êtes malade, mais c'est pas trop grave, c'est sécurisant, puis tout, là, tu sais. Mais il y a aussi l'expérience. Être entrepreneur, c'est te détacher un peu de ton entreprise des fois, puis de comprendre que, OK, je fais bouger une entité. Je peux pas prendre tout personnel puis commencer à pleurer sur chaque petite chose qui va arriver. Mais c'est un passage obligé. T'sais, des fois, au début, tu le sais pas, tu le fais. Ça, pour toutes les filles, là, noires, jeunes, OK, et tu connais, tu vois qu'est-ce qui se passe dehors, tu vois ce qu'on voit sur les médias sociaux, TikTok, puis bon, je vais pas rentrer dans, c'est pas un talk show là, mais on voit là que c'est possible. Oui. Tu sais, on parle à toi, mais il y en a d'autres aussi. Tu sais, si t'aurais quelque chose à leur expliquer comme si, mettons, il y a une peur parce qu'ils sont femmes noires, ils sentent, parce que la branche entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de nous. On pense pas de la même manière, les entrepreneurs. Tout ce qu'on voit, on voit quelque chose que on sent, c'est l'opportunité, tu sais. Mais il y a la peur. Il y a aussi la société dans laquelle on vit. Il y a aussi, tu sais, on veut les belles choses, mais on comprend pas le travail qui peut être fait derrière, puis tout. Quel conseil que tu pourrais donner aux filles noires, juste pour les filles noires, qui vont devenir des femmes, peut-être, pour que s'ils sentent cette fibre entrepreneuriale-là, qu'ils la prennent et puis qu'ils sautent avec, là. Donc, je te mettrais une femme qui a peur, une fille qui a peur, là. Comment tu pourrais leur expliquer comme, vas-y, là, il n'y a pas de problème, là.
souvent, je raconte mon histoire quand que je rentre dans ça, mais ce que je dis, il faut passer à travers nos peurs. C'est le seul moyen. Et d'utiliser cette peur-là pour que ça devienne notre force. Nice. Moi, c'est ce qui m'a aidé. Moi, je parlais pas quand j'étais enfant. J'étais timide à l'extrême. Ah ouais? Oui, à l'extrême. Je parle vraiment là, j'aimais lire. J'étais introverti. Donc, je lisais beaucoup. Mais je pouvais m'asseoir dans une salle et passer 1 heure, 2 heures sans dire un mot. Tu me posais une question, je répondais par monosyllabe. En classe, je ne levais jamais ma main pour répondre à une question. Même si tu savais la réponse. Même si j'avais la réponse. Puis quand le professeur avait le malheur de me poser la question, 50% des fois, je ne répondais pas. J'avais des sueurs froides, je tremblais, puis la réponse, elle partait de mon cerveau. Donc, c'est fini, alors je ne pouvais pas répondre. Donc, je ne répondais pas. Faire des présentations orales, je pense que je ne dormais pas pendant des jours. Wow. Donc, c'est juste ça à dire à quelqu'un. Donc, aujourd'hui, je fais des conférences à l'extérieur de Montréal, internationales, devant des gens que je ne connais pas, une culture que je ne connais pas. Donc c'est possible. Donc, moi, c'est un jour, cette peur-là, je crois que j'avais 30 ans à peu près, j'ai dit, non, je ne peux pas ne pas avoir de voix. Je vais aller il faut que je puisse parler en public. Il faut que je puisse parler, il faut que ma voix ait de l'importance. Donc, je vais travailler tout ce qu'il faut. Il faut s'imaginer, j'avais peur. En plus, moi, je n'aimais pas la couleur de ma peau. Je n'aimais pas mes cheveux. Je n'aimais pas mon poids. J'avais tous des problèmes. Donc, chargé. En pile. Donc, j'ai tout ça en même temps. Là, pourtant, je n'aimais pas mon poids. Je suis sportive. Moi, je fais les 100 mètres. Donc, je courais. Je fais du volleyball. Donc, j'avais des abs à cette époque-là, à cause des enfants. C'est fini. Donc, ça coupe. mais pour dire que j'étais pas grosse. Ouais. J'étais pas grosse. Mes cheveux, on regarde mes cheveux sont... Super beau tes cheveux. Exactement. Moi, j'ai détesté mes cheveux comme c'était pas possible. Ma couleur, je mettais des produits pour changer la couleur de ma peau. Mais à un moment donné, j'ai dit, mais c'est pas ça, il faut que ça arrête. Ouais. Donc, c'est possible. Donc, moi, j'ai dit, il y a pas beaucoup. Il faut passer à travers les épreuves et que cette épreuve-là devienne ta force. Ouais. Si l'épreuve a été extrêmement difficile parce qu'il y a des choses qu'on vit, qu'on subit, comment faire de ça devenir justement ton domaine entrepreneurial? Ouais. C'est dommage. Je dis que moi, c'est pour ça que je parle beaucoup comme ça. Et moi, quand je parle, en plus, je dois faire attention. Les gens ils disent je suis calme parce que je parle vite. Donc, j'ai appris à ralentir la cadence. Donc, quand je sens que je parle vite ou je suis nerveuse, on va voir, je ralentis ma cadence. Donc, il n'y a rien qu'on ne peut pas arriver à le faire. Et des fois, mon idée n'est pas la même que ce que je dis. Mais je me dis, je pensais avec beaucoup d'humour. Donc, je dis que je dis aux gens, ouais, mais non, c'est contagieux. Je suis comme ça. Ouais. Mais, ça va pas marcher sur les pieds parce que j'ai la connaissance pour laquelle je suis venu devant toi aujourd'hui. Nice. Donc, c'est ça que les personnes doivent apprendre. Accepter leurs faiblesses et de faire ça peut-être une force. Ouais. C'est ça, quand on a 18, 19 ans, c'est plus compliqué, plus difficile. Mais, il faut les encadrer, ces jeunes-là. Il faut leur donner aussi... Il faut que les parents aussi ont un gros travail à faire, que quand l'enfant il tombe, qu'on l'aide à se relever. Ouais. Et nous, on n'est pas en train de l'injurier parce qu'il n'a pas réussi quelque chose, non. C'est de comprendre. De comprendre pourquoi et de vivre dans le monde qu'on est actuellement. Ouais. Donc, on a un gros travail en tant que parents à faire. Et pas seulement parents, papa, parents, mère, juste mère et père, mais encadrer ces jeunes-là. Mais moi, les jeunes femmes en devenir, c'est vraiment ça, je leur dirais. Ce qui vous retient de le faire, que ça devienne votre force. Et c'est quand on est jeune qu'on peut faire des erreurs. 100%. C'est plus difficile, c'est plus... Tu peux en faire n'importe... On dit souvent que tu peux le faire n'importe... Mais des fois, ça devient un petit peu plus difficile. Hein, quand tu es plus avancé, plus tu es avancé. Exactement. Donc, c'est vraiment ça. Puis, allez vous informer, regardez. C'est TikTok qui est à la mode aujourd'hui, c'est TikTok que tu aimes. Qu'est-ce que tu peux faire avec? Ouais. Tu comprends? Wow. Ce que tu viens de dire là, c'est incroyable. Si tu vois TikTok, qu'est-ce que tu peux faire avec au lieu de te laisser endormir par ça? Au lieu de te faire te dicter comment tu dois t'habiller, te dicter comment tes cheveux doivent être, te dicter la musique qu'il faut que tu écoutes, les films que tu écoutes, les gars avec qui tu dois être marié, utilise-le à ton avantage à toi. C'est fort, ça. Ben oui. Moi, une anecdote que je dis souvent, j'ai utilisé l'intelligence artificielle depuis plusieurs mois. Mais moi, j'ai commencé à l'utiliser avec mon Instagram.
Les gens trouvent ça étrange quand je le dis, mais oui, je dis, mais Instagram, il y a plein de choses sur Instagram. Moi, qu'est-ce que je fais? Dans ma recherche, j'écris AI. Et si tu regardes mon téléphone, tu le prends, ce que tu vois qui roule, c'est l'intelligence artificielle. Donc, c'est tout comment ça fonctionne. Oui, c'est des vidéos de 1 minute, 2 minutes, comment ça fonctionne. Je regarde le lien, je m'en vais sur le lien sur mon ordinateur. J'ai appris le AI grâce à l'Instagram. Mais il y a tout dedans. Donc, comment ça... Donc, il faut utiliser qu'est-ce qu'il y a à notre avantage. Ouais. C'est sûr que quand on est jeune, on est influençable, on est influencé par notre environnement, etc. D'où le travail que j'explique, le travail des parents. Tous les enfants, on est influencés par notre environnement. C'est sûr. Pour encadrer l'environnement de nos enfants. Ouais. On n'a pas le choix. Quelquefois, un sacrifice, c'est d'aller habiter dans un autre quartier, de surveiller avec les enfants avec qui ils sont, mais en leur donnant aussi assez d'outils pour que surtout nos filles, pour qu'elles puissent être assez fortes pour dire non à tout ce qui se passe à l'extérieur. Exact. Parce que moi, j'avais pas cette force-là, puis ça, des fois, j'ai un peu aujourd'hui, on dit si je pouvais revenir en arrière, j'étais influençable malgré tout, j'avais peur des gens, j'avais peur de ce qu'on pensait. Le regard de l'autre, pour moi, c'était incroyable. J'étais effacé à cause de tout ça. Donc, de donner aux femmes, aux jeunes filles, très tôt, cette force de caractère-là. Ouais. Tout simplement. Et c'est le plus beau cadeau qu'on peut leur donner. Oui, parce que les limites qu'on se donne, les limites qu'on a, c'est les limites qu'on se donne sans douter. Moi aussi, tout le monde se regarde, puis parce qu'on se compare à certaines choses qui sont des idéales de notre tête, puis dans le fond, écoute, si tu t'acceptes, il n'y a rien de plus beau qu'une personne qui a confiance, qui développe, qui accepte qui elle est, puis tout ça. Cette personne elle va devenir plus belle à 100 fois que la personne qui est supposée répondre aux critères de beauté, là. C'est incroyable, là. Ça, c'est quelque chose que tout le monde doit savoir. Puis, non, c'est vrai, tu as 100% raison. L'entourage, tu vas regarder, comme tu parlais encore de TikTok tout à l'heure, c'est sûr que la fille qui est à l'école, tout le monde regarde TikTok, tout le monde regarde les mêmes affaires, mais c'est difficile pour elle de, OK, mais moi, je peux être différent de ça. À notre époque, je te dirais, on était capable de le faire, parce que quand t'es arrivé dans les écoles secondaires, surtout, là, il y avait les Noirs, il y avait les Blancs, il y avait les Italiens, il y avait ci. Mais il y avait toujours 2-3 Noirs qui se tenaient pas avec les Noirs, ou 2-3 Blancs, puis les autres, c'est des skateboards. Il y avait de la petite identité, là. Mais on dirait qu'aujourd'hui, tout le monde est dans le même courant. Tous les jeunes se ressemblent. Tous les jeunes pensent de la même manière. Tous les jeunes écoutent la même musique. Regarde, c'est pas que je dis que c'est pas normal. C'est juste que si tu sens que t'es pas confortable, ben, c'est peut-être ça ta force. Utilise-la, là. Ouais. Non, c'est vraiment vrai. Puis, écoute, j'ai aucun doute, là, que, bon, écoute une blague. Hier, quelqu'un me posait une question, il me disait, qu'est-ce que tu penses de ton podcast? Tu sais, on me pose cette petite question, tu sais, je suis assis, puis je réfléchis, puis je dis à la personne, écoute, c'est sûr qu'on va le publier, puis le monde va regarder ça et tout, mais je le fais pour moi dans le sens que parler à des gens comme toi, c'est comme une thérapie, dans le sens que tu viens de dire des choses, puis j'apprends, puis je suis comme, waouh, tu sais, c'est légendaire, tu sais, pour de vrai. Merci beaucoup d'être venu. Pour de vrai, c'est quelque chose que t'es la première, puis il y aura première femme. C'est qu'on pourra toujours dire ça. C'est bien. C'est la première, la cassé la glace. Hein? Mais vraiment, dès que je t'ai vu, mais tu sais, on s'est déjà vu, mais on n'a jamais comme pris le temps de jaser comme aujourd'hui. Puis tu dégages beaucoup de sagesse, puis tu sais, je le vois là, le côté, tu dégages beaucoup de générosité, puis continue à faire ce que tu as à faire. Puis tu sais, c'est des femmes comme toi qui font la différence pour nos jeunes filles, nos jeunes femmes, de voir que quelqu'un comme toi, tu sais, monoparental, 2 enfants, puis d'avoir grandi à pouvoir gérer plusieurs entreprises et tu continues encore là. Là, c'est même pas fini. Là, il y a, comme on dit en créole, il y a un zinc que tu m'as pas encore donné. Non, il est là, tout petit, tout doucement là. C'est que, merci beaucoup encore. Puis, on se revoit. T'es vraiment une légende. Merci. Merci de m'inviter parce que j'aime parler puis je découvre autant que je peux te donner. Ouais. Donc moi, merci. Puis
chaque fois que je vois une émission, je suis toujours, oui, je vais venir, je sais pas c'est quoi, parce que ça me permet, moi, d'apprendre énormément. Donc, continue Mais tu vas revenir. à donner. Tu vas revenir parce que là, t'as mis un dépôt tout doucement, t'as pas dit c'est quoi. Il va falloir qu'on se reparle puis qu'on parle de ça.